vu la présentation que le monsieur vient de faire, je me sens un peu gêné. Parce que souvent on a tendance à regarder les gens de haut, et alors que c'est des personnes comme nous, quoi, avec leurs forces, faiblesses et leurs défauts, les erreurs qu'ils ont commises dans leur parcours. Je ne suis mieux que personne du tout dans la salle. J'étais étudiant comme vous il y a quelques années. Et effectivement, j'ai eu un parcours très mélangé, très coloré. Et je l'admets, je l'accepte. J'étais un étudiant en droit, ça je peux le dire fièrement. J'ai commencé mes études au Maroc, donc j'ai fait 3 ans. Après les études de droit au Maroc, je suis arrivé en France à Clermont-Ferrand, où j'étais aussi dans l'association en tant que membre volontaire et par la suite président des étudiants du Sénégal de Clermont jusqu'en 2019. Et c'est en ce moment-là que j'ai décidé tout simplement d'essayer de switcher. Et j'ai intégré un master en droit des affaires que j'ai obtenu. Mais je n'ai jamais pratiqué le droit à part un seul stage. Mais j'étais bon quand même en classe. Et donc, je me suis orienté dans un domaine qu'on appelle aujourd'hui QACCE, peut-être qu'il y en a qui savent un peu. Qualité humaine. Ouais. Et donc, j'ai fait un master un peu transversal qui s'est débouché sur 3 chemins: sécurité, qualité et environnement. Et donc, moi, j'ai choisi seulement la voie de la sécurité. Donc, j'ai intégré une école qui proposait une formation en management de la sécurité et protection des données, à l'ISEP. C'est une école d'ingénieurs, mais je ne suis pas ingénieur. J'aimerais bien préciser ça. Donc, c'est une école d'ingénieurs qui propose une formation en master spécialisé, un bac plus 6. Et c'est donc à partir de ce master-là que j'ai intégré le monde de la protection des données et cybersécurité. C'est pour cela aujourd'hui je travaille dans ce domaine. Donc je voulais bien faire cette précision pour ne pas passer pour quelqu'un qui a sauté, qui a fait... J'ai pas fait d'exploit, j'ai fait des études comme tout le monde, je suis comme vous. Voilà, j'aimerais bien faire cette précision-là. Effectivement, aujourd'hui, je suis consultant senior en cybersécurité GRC. GRC, ça veut dire gestion des risques et compliance, gestion des risques conformité. Et donc, moi, mon rôle au sein des entreprises, c'est d'apporter des solutions en conseil stratégique. Un exemple très simple, une entreprise qui a besoin de penser sa stratégie de cybersécurité. Donc, il fait appel à des cabinets de conseil qui vont venir définir les politiques avec l'entreprise, faire des analyses de risques et aussi travailler avec les opérationnels pour que les développeurs, les chefs de projet puissent appliquer des exigences réglementaires en exigences techniques. Voilà, en grosso modo, c'est ça le petit parcours que j'ai, qui n'est pas forcément intéressant, mais quand on le dit, ça flatte l'ego et je ne veux pas que ça influence. Et donc, j'aimerais bien revenir sur le sujet, l'importance du réseau professionnel et comment se préparer pour le marché du travail. Je suis très fier de parler de ce sujet, mais d'abord, j'aimerais quand même vous remercier pour votre accueil. Maël qui m'a accueilli chez lui, chef que j'ai croisé, je ne le connaissais pas, par la voix d'un ami. Et donc je suis très content d'être ici aujourd'hui, c'est la première fois. Et donc le réseau professionnel et le marché du travail, c'est un sujet qui fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on est dans un pays, qui est la France, où le marché devient de plus en plus compliqué. En particulier pour les étrangers, pour plusieurs raisons. Pas parce que les entreprises ne veulent pas recruter. Je pense que ce côté-là, je ne vais pas en parler parce que tout le monde a sa propre idée, mais parce qu'on n'anticipe pas. Dans cette salle, peut-être il y en a qui font de l'alternance ici. Combien? Je peux juste avoir une ordre d'idée. Il y en a 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Et non. Mon intervention va se focaliser sur les étudiants, je ne parle pas des entreprises, parce que je veux vraiment réveiller quelque chose pour que les gens puissent prendre conscience de l'enjeu. Aujourd'hui, les entreprises ont des objectifs. Une entreprise ne recrute pas parce qu'il t'aime bien. Une entreprise recrute parce qu'il y a un besoin. Et le marché est tellement serré à un tel point
que les entreprises n'arrivent plus à recruter comme elles le faisaient avant. Donc maintenant, les entreprises vont recruter qui? Les très bons profils et les profils qui se démarquent. Même si toi qui me regardes, si tu as bien une entreprise, tu n'allais pas recruter tout le monde. Tu allais recruter des gens qui sont bons, qui peuvent faire grimper ton business. Ce n'est pas égoïste, c'est la réalité du terrain. De ce fait, en tant qu'étudiant étranger, tu as plusieurs défis. Non seulement tu es dans un pays qui t'a bien accueilli, qui t'a donné tous les moyens de réussir comme tout le monde, mais aussi qui te laisse la latitude de faire comme tu veux. C'est-à-dire que tu arrives ici avec une charge mentale énorme et à un point que toi, tout ce que tu penses comme intéressant, c'est trouver un boulot étudiant. Je ne suis pas content. J'en ai fait. Mais les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant que tu commences à prendre conscience que je suis là pour mes études, c'est déjà trop tard. Parce que tu n'as aucune expérience dans ton domaine. Tu es en train de faire des études dans un domaine où tu n'as pas étudié le marché et que le marché devient de plus en plus compliqué. Et arrivé à la fin, tu n'as aucune expérience, pas de soft skills, ni rien. Tu n'as qu'une formation qui ne veut pas dire grand-chose parfois, qui est très généraliste. Et donc, tu te retrouves face à une situation où tu auras des difficultés de trouver du travail. Si ce n'est pas vrai, vous me dites, on a écrit beaucoup à tomber dans ce piège. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai vécu et j'ai vu aussi d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui répètent des masters, qui répètent des formations, jusqu'à un moment donné, ils se retrouvent à une situation où la préfecture serait dans son droit très légitime de leur dire, monsieur ou madame, il est temps pour toi de retourner. Parce que la raison pour laquelle tu étais venu ici, tu ne l'as pas. Et c'est très dommage. En ce moment-là, on commence à, oui, il faut prendre un avocat, oui, parce qu'ils sont racistes. Non, 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 non. Parce que la raison pour laquelle tu étais venu, c'était d'étudier et réussir, et que tu ne l'as pas fait. J'en parle. Donc, partant de là, pourquoi j'ai posé la question de l'alternance? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs très partagé. L'alternance est un vrai tremplin vers l'emploi pour celui ou celle qui sait comment. Ce matin, j'en parlais avec Cher, que je vois des fois des alternants, des personnes d'ailleurs, qui cherchent pendant plusieurs moments une alternance. Elles galèrent à un tel point, toi-même, tu as envie même de les recruter. Et tu les recrutes, ces étudiants-là viennent à l'entreprise, il ne faut rien. Pas de curiosité, ils sont juste là. Ils viennent en retard, ils font beaucoup de choses. Donc celui qui sait profiter de l'alternance, c'est une personne qui a plus ou moins une petite garantie d'avoir un emploi à la fin. Il y a des entreprises qui recrutent juste pour remplir une obligation légale ou bien une obligation de premier alternant, mais il y a des entreprises qui recrutent vraiment pour préparer quelqu'un pour ce poste. Et ça, toi, tu dois l'identifier dès le début. Quand tu arrives en entreprise, tu peux demander à l'alternant qui était ici l'année dernière, ils vont te dire, ah non, chaque année, on recrute ton alternant. Donc toi, dans ta tête, tu sais qu'ils ne sont pas prêts à te recruter, donc tu te projettes pour l'année suivante. Si tu te dis, ah oui, c'est monsieur tel, maintenant, il est junior dans tel service, tu peux te donner à fond pour dire que je veux garder ce poste. Ça, c'était juste une parenthèse. Je vais revenir sur le réseau professionnel et pourquoi c'est important. Je disais tout à l'heure que quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'ai intégré l'association en tant que membre volontaire. Parce que moi, je suis arrivé très en retard, vers fin octobre à Clermont-Ferrand. Je pense que ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Je suis arrivé vers le 20 octobre, je pense. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose, parce que l'association m'a occupé un poste de partenariat. Et l'année suivante, j'ai postulé pour le président. La commune sénégalaise a dit oui. Parce que tout simplement, je me suis donné à fond. Et ça, c'était un vrai travail, c'était un vrai exercice pour moi. L'association qui m'a vraiment formé sur beaucoup de choses. Parce que je faisais des rendez-vous avec BNP Paribas, LCL, les banques de Clermont, les restaurants, pour trouver des partenariats. Donc, tu préparais les dossiers de partenariat en tant qu'étudiant avec d'autres étudiants. En préparant les dossiers de partenariat, tu fais des recherches, tu fais des fautes, on te corrige, tu fais des erreurs. C'était un vrai travail, c'était un vrai exercice. Arrivé aussi le jour de l'entretien avec le directeur de la banque, il faudra que tu arrives à vendre
l'importance de l'association. Quand tu dis à une banque que notre association, chaque année, on reçoit 100 personnes, la banque va se dire 100 personnes, c'est 100 comptes. Donc, la personne devant toi chiffre vraiment le nombre de personnes. Et donc, tu arrives à discuter, à vendre un produit qui n'est même pas encore là. Et donc, ça te forme. Et ces exercices-là m'ont beaucoup aidé dans l'association. Et donc, j'ai continué dans ça. Et même dans le milieu du travail, ça m'aide. Et donc, l'année suivante, quand je devais chercher un stage, je n'avais pas d'expérience. J'ai parlé que de ça. Comment j'ai accompagné notre association à décrocher des partenariats CBN et Paribas pour que les étudiants aient des réductions sur les frais de tenue de compte, sur la carte bancaire, blablabla, blablabla. Une entreprise qui a devant elle un étudiant qui n'a pas encore d'expérience, qui lui explique comment il a vendu une association, peut-être va se dire, il a quelque chose si on l'accompagne, ça va arriver. J'essaie de vous raconter ça, pour à la fin vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Et donc le réseau professionnel commence par là. L'association étudiante, là où tu dois rencontrer Ndaï, Maë, Martin, Juliette, qui viennent de nulle part, avec leurs particularités. Ils peuvent même venir du Sénégal, même région même, de Dakar, de Louga ou de Ziguinchor, mais avec des cultures très différentes. Quand je parle de cultures, des réalités de quartier ou des réalités de famille très différentes. Et tu apprends à travers chaque personne quand tu discutes. Par exemple, tout à l'heure, quand on va manger, peut-être d'autres personnes vont faire connaissance. À chaque fois, tu apprends des personnes. C'est là où commence le réseau professionnel. Parce que vous êtes dans une association, à part ceux qui dérapent pour draguer, qui a rien. Vous êtes dans une association et vous discutez avec vos collègues, vos camarades, et vous apprenez directement. Des fois même, tu fréquentes une personne qui parle bien. Au fond de toi, tu as envie de parler comme la personne. C'est pas négatif. Quand tu vois quelque chose de bien, tu veux être comme ça. C'est pas parce que tu es complexé. Non. Parce que ton cerveau te dit que ça, c'est bien. Et peut-être toi, tu peux devenir mieux que ça. Et donc, c'est là où se commence le professionnel au niveau de l'association. Le deuxième volet, c'est au niveau de l'université. Dans les universités, je ne sais pas si c'est le cas ici à Clermont, mais il y a qu'on appelle les BD, je ne sais pas s'il y en a ici, des BD, les BD, c'est très intéressant. Pourquoi? Ouais, super. Et donc, les BD, pourquoi ça aide? Parce que souvent, on est très communautaire. C'est-à-dire qu'on fréquente les Sénégalais, les Maliens fréquentent les Maliens. À défaut, les Maliens fréquentent les Ivoiriens ou les Ossans. Mais c'est très rare de voir des Sénégalais qui fréquentent des Français ou des Italiens. Parce que tout ça, c'est vrai, on est un peu différent d'un point de vue culture. Mais si tu es une personne qui cherche une ouverture, une personne qui cherche à voir le monde autrement, tu vas te faire des amis. Et à travers des BDE, très facilement, tu te feras des amis avec qui tu peux monter des projets. Moi, j'ai connu un ami qui a monté son projet avec un Français à Clermont-Ferrand et ça marche bien. Parce qu'eux, ils ont une vision très moderne de la vie. Et toi, tu as une vision très culturelle de ton pays. Tu mixes les deux, c'est extraordinaire. Et donc, tu te fais des amis, tu commences à avoir une ouverture d'esprit. Les croyances que tu as, quand je parle de croyances, je ne parle pas de croyances religieuses forcément, mais les idées que tu avais avant, etc., ça commence à être challenge, tu commences à gagner en maturité, tu commences à devenir une personne qui pense autrement. Et tu te crées ton petit raison. Peut-être Martin ou Alexandre, dont tu parles, peut-être il connaît d'autres personnes qui sont dans d'autres entreprises, demain, il peut décrocher son alternance Thales et il pourrait parler de toi. Pourquoi pas? Donc, deuxième volet du réseau professionnel, les BDE. Donc, troisième volet, réseau professionnel, c'est les salons. Très souvent, il y a des salons, Maël la dernière fois participé à un salon Back to Africa. Il y a d'autres salons qui ne sont pas forcément Back to Africa. Les écoles d'ingénieurs à Toulouse, tout ce qui est aéronautique, chaque année, il y a des salons où il y a des chefs d'entreprise qui viennent, des recruteurs, etc. Dans les collectivités locales, les mairies, parfois ils organisent des événements où des entreprises locales recrutent ou cherchent des stagiaires, etc. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui sont déjà partis à des salons comme ça, de collectivités locales ici à Valenciennes. Pourtant, ça existe, ce n'est pas que pour les Français, c'est pour tout le monde.
Sur leur site internet, vous avez toutes les informations. Et pourtant, vous cherchez des stages, des jobs étudiants, matin, midi, soir. Mais vous ne vous déplacez pas à aller dans ces genres de salons-là pour ne serait-ce que savoir ce que c'est. Ça, c'est le troisième volet, les salons. Et l'autre volet qui est le plus intéressant aujourd'hui, qui est très utilisé, je vais m'attarder là-dessus, c'est tout ce qui est réseaux professionnels digitaux. Est-ce que vous en connaissez? Hein? Non, est-ce que vous en connaissez? Lesquels? Ouais, et quoi? Et quoi? Indeed. Hein? Avec. Voilà, en fait, il y a des centaines. Certains sont des réseaux professionnels, certains c'est seulement des plateformes. Pardon. Certains sont des réseaux professionnels, certains c'est juste des plateformes de candidature. Mais les réseaux professionnels, en tout cas comme LinkedIn, aujourd'hui pour moi, pour un étudiant, c'est une grave erreur pour un étudiant de ne pas l'avoir. C'est pas parce que tu dois avoir LinkedIn que quand tu cherches un stage, et en ce moment-là, tu arrives sur le réseau LinkedIn parce que tu cherches du travail. Donc tu apportes absolument rien. Donc tu viens, tu fais ton profil, tu as une personne comme relation et tu publies ton CV pour dire aidez-moi, je recherche du travail, mais personne ne verra ta publication parce que tu n'as pas de réseau. Alors que quand tu es étudiant en première année, tu as ton petit réseau, de temps en temps tu vas à quelqu'un qui est dans le domaine que tu vises, tu l'ajoutes. Tu as quelqu'un à partager une information dans le domaine que tu es en train d'étudier, tu l'ajoutes, tu commentes, tu likes, tu te fais ton petit réseau. 2 ans après, 3 ans après, tu es en troisième année, tu cherches un stage. Et là, quand tu fais ton poste ou quand tu fais ta recherche, au moins tu avais repéré des personnes qui étaient dans ton domaine, que tu peux contacter via la messagerie, etc., pour multiplier tes chances d'être reçu en entretien. Donc, ce n'est pas parce que tu dois attendre le moment où tu dois chercher un stage pour te faire un réseau, c'est trop tard, c'est de l'opportunisme. Et donc, les gens ne vont même pas te regarder. Mais si tu as créé ton réseau, depuis les premières années de tes études, jusqu'à là où tu as besoin, dans ce cas-là, tu verras des gens que tu as pu côtoyer, même peut-être dans la vraie vie. Et donc, ces gens-là pourront repartager ton CV, ils pourront regarder, il y a des personnes très bienveillantes sur LinkedIn, quand elles verront ton CV posté et qu'il y a des fautes, il y a des erreurs, elles t'enverront un petit message pour te dire oui, sur ton CV, il y a des erreurs, je peux t'aider à le corriger. Ça, c'est déjà bien. Parce que si ton CV reste comme ça, peut-être il va rester pendant des mois sans que personne te contacte. Donc, le réseau social LinkedIn, pour moi, c'est un outil indispensable pour tout étudiant, en tout cas qui veut réussir, sincèrement. Donc, si tu n'as pas LinkedIn aujourd'hui, je n'ai pas dit que tu n'auras jamais de travail, je ne le dirai jamais, parce que ce n'est pas une science exacte. Mais tu aurais plus de chances à te faire un réseau, à être plus pragmatique dans ta recherche d'alternance ou de stage en ayant un réseau professionnel que de ne pas l'avoir. Vous avez tous LinkedIn ou il y en a qui ne l'ont pas encore? Tout le monde a LinkedIn? Non. Voilà. Maintenant, commençons. Dès ce soir, vous créez votre LinkedIn, vous m'ajoutez. Moi, je vous ajoute. Direct, mais je suis très sérieux. Enfin, je le fais souvent parce que ça fait 10 ans que je suis sur LinkedIn. Quand je suis arrivé sur LinkedIn, j'étais en première année de droit ou un truc comme ça. Mais avant, je n'utilisais même pas, j'étais juste sur le réseau. Ça fait 10 ans que je suis sur LinkedIn et ça m'a beaucoup apporté. Lors de ma première recherche de stage, j'ai cherché pendant 8 mois sans avoir de stage. 8 mois. D'ailleurs, c'était une alternance qui s'est convertie en stage sans avoir de stage. J'avais LinkedIn, je postais, mais il n'y avait pas de plus-value. Parce que les gens commencent à en avoir marre d'entendre « aidez-moi à trouver, aidez-moi à machin ». Ils vont limite, pas se désabonner, mais ils peuvent appuyer sur le truc qui dit ne pas intéresser, comme ça la prochaine fois, ils ne verront pas ton truc. Alors qu'aujourd'hui, quand tu es une personne qui produit, ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine, ou par 2 semaines, ou par mois, quelque chose dans ton domaine, sur ton réseau,
tu es plus susceptible de passer pour une personne, un profil intéressant qu'une autre personne qui ne le fait pas. On est dans un monde plus ou moins de visibilité un petit peu. Les entreprises ont tendance à chercher une personne qui a l'air d'être bonne ou quelque chose, et une fois en entretien, elles vont décider que de piocher directement. Donc, si tu es un étudiant en ingénieur en informatique ou développeur ou juriste, je pense qu'il y a des sujets tous les jours. Il y a des règlements qui sortent tous les jours, toutes les semaines du coup. En France comme en Europe, il y a tellement de choses à dire. Rien que sur la responsabilité sociétale des entreprises qui est aujourd'hui un sujet à la mode, il y a tellement de choses qui sortent. Parce qu'on est dans un monde où on parle de réchauffement climatique, protection de l'environnement, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sortent de tout. Si tu es informaticien, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle générative. La partie RAG, c'est un sujet qui est vraiment au top des tops. Il y a des choses à dire. Et donc, tu te fais ton petit réseau professionnel en donnant des réflexions en tant qu'étudiant. Comment tu vois l'IA aujourd'hui, par exemple? Comment l'IA t'aide dans tes révisions? Comment l'IA t'aide dans tes recherches? Là, je donne juste un exemple, une parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que le réseau professionnel, ce n'est pas que de recevoir. C'est-à-dire aller sur LinkedIn que parce que tu as besoin de chercher, de trouver un stage. Mais c'est un réseau, ça veut dire que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Toi aussi, tu dois donner quelque chose. Ce que tu donnes, c'est peut-être tes réflexions, peut-être tes analyses, peut-être se faire des amis. Donc voilà, je voulais vraiment m'attarder sur LinkedIn parce que je connais vraiment l'importance. Et il y a plusieurs étapes dans la vie de l'étudiant qui passe par la voie de l'étudiant et par la suite professionnelle. Il y a l'étape où tu es dans le je veux. C'est toi qui veux. C'est toi qui veux trouver, c'est toi qui veux trouver ton stage, c'est toi qui veux trouver une alternance, c'est toi qui veux trouver ton premier emploi. Mais il y a l'étape aussi, il y a l'inverse. Hein. L'étape où c'est toi qui dis je ne veux pas, mais je ne veux pas. Parce que tellement tu as gagné en maturité, tellement tu as gagné un peu d'expérience, tellement tu as un bon profil, tellement tu as faillité pour arriver là, que c'est les entreprises qui viennent vers toi. Et dans ce cas-là, tu dis je ne veux pas, toi je veux, toi je ne veux pas. Et ça arrive, hein. C'est pas tout le temps on est dans une posture de je cherche. Et ça se travaille sur le long terme. Donc, pour résumer un petit peu, le réseau professionnel, pour préparer le marché du travail, ça commence par les associations. Là où tu te fais des amis au niveau communautaire, lui il fait informatique, lui il fait sociologie, lui il fait philosophie. Et souvent, quand on fait informatique ou cyber ou machin, on pense qu'on n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait de la sociologie, alors qu'aujourd'hui, le cœur de la cybersécurité, par exemple, c'est la psychologie sociale, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Les attaquants, quand ils vont attaquer les entreprises, ils doivent avoir la capacité de collecter des infos sur toi. Ça, c'est un lien direct avec la sociologie et la philosophie. Donc, le fait que tu te crées des amis au niveau de l'association, bah, tu arrives à te créer ton quotidien. Deuxième étape, c'est les BDE, les associations dans les écoles, où tu te fais des amis extra-communautaires, c'est-à-dire des Français, des Polonais, des Allemands, des Anglais même. Je recommande beaucoup d'avoir des amis anglais pour refaire son niveau en anglais, etc. Et ça te permet, toi, de monter en compétence sur des choses, aussi avoir une ouverture d'esprit. Troisième volet, j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est les salons. Les salons d'entreprise, les salons d'entrepreneuriat, les salons dans les collectivités locales, les salons dans les mairies, machin, dans les villes. Ça aussi, c'est un bon moyen de challenger le marché local pour savoir si ici tu pourrais trouver du travail ou pas. Et le dernier volet, c'était plutôt le réseau professionnel digital ou les réseaux professionnels digitaux tels que LinkedIn. Mais il n'y a pas que LinkedIn, il y a des réseaux professionnels digitaux qui sont très restreint. Par exemple, tu peux avoir un réseau de cybersécurité, un réseau de juristes, un réseau de management, un réseau de philosophie, etc. C'est des très bons réseaux, c'est là où tu vas trouver tes pairs, des personnes avec qui tu peux partager des retours d'expérience. Je vais m'arrêter là sur les réseaux et sortir une petite parenthèse avant de passer la parole à mon grand, sur le marché du travail. Quand vous êtes dans un domaine, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, parce que quand vous venez en France, très très souvent,
Vous choisissez une formation parce que c'est cohérente par rapport à votre profil du Sénégal. Par exemple, j'ai un baccalauréat en L2, je me dis, la logique naturelle sénégalaise voudrait que, je précise bien, voudrait que je choisisse une formation en peut-être droit, en sociologie, en géographie, machin. Si j'ai un bac en mathématiques, CSD scientifique, peut-être je vais choisir informatique, mathématiques, MPCI, machin. Ça, c'est la logique naturelle qu'on a. Mais quand tu arrives en France, même si tu avais choisi une formation de base qui s'était basée sur la logique, mais qui ne te plaît pas, devant l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que quand tu es devant quelque chose que tu ne veux pas, tu n'es pas tenu de faire ça. C'est-à-dire que tu fais une formation en sociologie, tu sais très bien que tu ne veux pas, tu n'aimes pas, et tu n'as pas de perspective d'avenir sur cette formation-là, il n'est pas interdit de changer. Même les gens qui travaillent dans un domaine X ici en France, arrivés à un moment donné, ils en ont marre, ils font ce qu'on appelle de la reconversion. Je change de métier parce que je ne me sens plus dans ce que je fais. Donc si vous venez et que vous faites une formation, la formation, vous challengez le marché, il n'y a pas beaucoup de recrutement. C'est un métier qui va mourir parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui vient reprendre sa place. Ou bien c'est un métier qui va mourir parce qu'il y a le digital maintenant qui prend sa place. Sincèrement, tu n'es pas obligé de continuer à faire. Donc tu changes. Donc voilà, c'est là où je voulais terminer avec vous, en vous remerciant beaucoup de votre attention. Et j'espère qu'à partir de ce soir, vous allez commencer par créer votre réseau professionnel et à challenger le secteur dans lequel vous êtes pour voir si ça recrute ou si ça ne recrute pas. Si vous avez des questions, je suis très heureux de les avoir.